temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement. Bienvenue dans Temps d'avance, le podcast des entreprises en mouvement. Après avoir vu comment évaluer simplement la performance cash d'une entreprise dans un premier épisode, place aujourd'hui à une question plus directe, comment en générer? Parce qu'entre mesurer et agir, il y a souvent un pas, celui du passage à l'opérationnel. Avec moi toujours Nathalie Bouvray, cofondatrice et associée du cabinet Magia Partners. Merci Nathalie d'être avec nous pour cet épisode. Avec plaisir. Nous allons explorer ensemble les premières actions concrètes qu'une entreprise peut mettre en place pour améliorer rapidement sa génération de cash, les bonnes pratiques qui font la différence, mais aussi les erreurs fréquentes qui freinent la dynamique. Et tout de suite, peut-être une première question, quelles sont, selon votre expérience, les premières actions concrètes qu'une entreprise peut mettre en place pour générer du cash rapidement? Alors, la première chose à faire, c'est, encore une fois, et je reprends ce que nous nous sommes dit lors du précédent épisode, de découper les choses en trois. Les factures clients d'un côté, les factures fournisseurs de l'autre et les stocks en troisième. On va reprendre chacun de ces thèmes, si vous voulez bien, sur le poste client et donc l'ensemble des factures clients. Il y a deux acteurs à sensibiliser dans l'entreprise qui sont vraiment ceux qui vont pouvoir changer la donne. Le commerce, les commerciaux d'un côté, et l'administration des ventes de l'autre. Je vais directement parler du résultat. Le résultat, c'est que il faut, selon nous, un bon benchmark, on va dire, c'est d'avoir un maximum de 10 à 20% des factures clients qui sont en retard de paiement. Arriver à zéro, c'est impossible. Que tous les clients payent rubis sur l'ongle, c'est impossible. Mais un taux de 10 à 20% de retard, donc on va appeler ça les échus ou les overdue en anglais, donc les factures qui devraient déjà être réglées. Un taux de 10 à 20%, on va dire 10-15%, est un bon taux. Il faut l'avoir comme objectif. Maintenant, encore une fois, comment y arriver? Premièrement, sensibiliser les commerciaux. Je le disais dans le premier épisode, mais je le redis, il faut que les commerciaux considèrent que le délai de paiement qu'ils vont négocier en amont est quelque chose qui a une valeur. Il ne faut pas que ce soit le petit bonbon qu'on donne à la fin de la négo pour faire passer autre Ça chose. peut pas être qu'un levier de négociation. Il Ça- y a des implications derrière ce geste commercial. Exactement. D'accord. Une entreprise en général est souvent endettée, c'est rare qu'il y ait aucune dette. Qui dit endettement dit l'argent qui ne va pas être sur vos comptes, il va vous coûter X%, le coût de votre dette. Il faut que les commerciaux sachent que un contrat, je dis n'importe quoi, mais de 100 000 euros décalé pendant un mois, bah c'est 100 000 euros fois le coût de votre dette, fois divisé par 12, puisqu'on est sur un mois de décalage. Et ça doit être pris en compte pour se dire, voilà, je fais un effort sur la marge, ok, mais je ne deviens pas, encore une fois, j'insiste sur cette expression, mais le banquier de mon client, et encore moins le banquier gratuit de mon client. Donc, sensibilisation du commerce. Donner des objectifs au directeur commercial, s'il y a un directeur commercial, sur non seulement les ventes, mais aussi le cash. On a des clients qui sont allés jusqu'au bout de l'exercice, le plus loin possible, en donnant des bonus aux commerciaux uniquement sur les ventes encaissées. Alors là, je dois être très honnête, ça passe pas très bien. En général, au niveau du commercial qui dit moi, c'est pas de ma faute, si le client ne paye pas, c'est au service recouvrement de relancer, ça n'est pas à moi de le faire. Le fait est que c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui vont très 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 loin dans la démarche de sensibilisation. Donc ça, c'est au niveau du commerce. Après, au niveau de l'administration des ventes est là pour que la facture qui part soit juste. Un autre taux qu'il faut mesurer, c'est le taux des factures qui doivent être corrigées. Toute facture qui est corrigée, c'est 1 à 3 semaines de perdu, systématiquement. Donc là, par contre, le taux de facture à corriger, il peut s'approcher du 0%. On n'y est jamais, mais un taux de 3-5% Qu'est-ce est qu'on un appelle bon une taux. facture corrigée?
C'est une facture qui est émise, le client refuse de la payer parce qu'il y a un problème, D'accord. et donc il faut la refaire. Ok. Donc là, on perd effectivement 3 semaines, entre X 1 et 3 semaines sur le. en moyenne, le temps qu'on s'en rende compte, le temps que... voilà. Est-ce qu'il y a j'allais dire des victoires rapides, des quick wins, comme on dit, qu'on sous-estime dans la gestion du cash sur l'entreprise? Alors il peut y avoir des quick wins, effectivement. Un de nos principaux conseils, c'est d'essayer d'identifier le problème le plus vite possible. Je reprends mon exemple du poste client, mais on pourrait faire la même chose sur les fournisseurs ou les stocks. Ça va être non pas d'attendre que la facture soit impayée à sa date d'échéance, puis en général de laisser 15 jours au client, parce que vous savez quoi, ça se fait pas de relancer dès le lendemain de la date d'échéance, ou vous voyez ce genre d'attitude. C'est au contraire de se dire que chaque jour compte, et donc de faire des relances 10 jours avant l'échéance, de commencer à relancer alors qu'une facture n'est même pas arrivée à échéance. Et ça permet quoi? Ça permet, un, de découvrir tous ceux qui ne l'ont jamais reçu, bonne excuse ou réalité, mais voilà. Et deux, tous ceux qui ont un problème avec la facture, mais qui le disent en amont. Donc, ce qui fait que nos fameuses 2 semaines là pour la correction, eh bien, elles sont terminées au moment où la date d'échéance arrive. Donc ça, c'est une bonne pratique que vous, que C'est vous- faire de la pré-relance, on D'accord, appelle la ça. pré-relance. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques que vous avez identifiées et qui distinguent peut-être les entreprises qui réussissent dans ce domaine de génération du cash? Alors, je vais prendre un autre exemple qui est sur la partie fournisseur des choses. Euh, Souvent, les contrats fournisseurs sont discutés en insistant énormément sur le prix, là aussi, en essayant de réduire le prix au maximum. Mais c'est très 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 rare que des acheteurs ou que les personnes qui négocient, s'il n'y a pas d'acheteur en interne, se préoccupent des délais de règlement. Et donc refaire tout simplement un bilan de tous les fournisseurs, une équipe financière peut se charger de ça, même un comptable hein, peut se charger de ça. On remet sur le papier toute la liste de nos fournisseurs et on regarde à quel délai on est censé les payer. Eh bien, vous allez découvrir qu'il y a des écarts Oui, monumentaux. d'accord. Et donc, aligner tout le monde sur le maximum. Alors, en France, on a la loi LME qu'il faut surtout pas ignorer, hein. Donc, on est à 45 jours fin de mois maximum et 60 jours quoi qu'il arrive, maximum. Mais le fait est que si on était avec tous nos fournisseurs à 60 jours, ça se saurait. Et je suis sûr que toute entreprise qui est a accepté dans énormément de contrats de régler à 30 jours, par exemple, sans se poser de questions, alors que ça ne serait pas un drame de retourner vers une partie des fournisseurs, sélectionnons les plus importants évidemment en montant, hein, et retournons les voir et demandons-les d'allonger les délais. Et pour certains, qui n'ont de leur côté pas forcément de problème de cash, ça peut être passé très facilement. Est-ce que ces pratiques, ces bonnes pratiques, c'est selon vous, avec l'expérience qui est la vôtre, est-ce que c'est une question d'organisation ou plutôt de culture managériale? C'est vraiment une question de culture managériale. Encore une fois, je fais souvent face à des directeurs financiers ou à des financiers tout court, s'il n'y a pas forcément une énorme équipe autour, qui me disent, mais moi, personne ne s'en préoccupe à part moi de ce sujet. Et donc, commencer à faire tourner toute l'organisation, parce que je viens de vous citer les acheteurs, je viens de vous citer les commerciaux, je viens de vous citer l'administration des ventes, je pourrais continuer avec évidemment la enfin, l'équipe supply, la logistique, Oui. etc. Il faut faire tourner toute l'entreprise dans cette direction. Alors, l'idée n'est pas de retirer les gens de leurs priorités du quotidien. Un vendeur continuera à avoir comme priorité de vendre, c'est bien normal. Mais de rajouter juste cette petite notion-là additionnelle partout dans l'entreprise, ça ne se fera jamais s'il n'y a pas la bonne culture managériale. Mais même quand, disons, allez, même quand la culture managériale est alignée et s'il y a une stratégie qui paraît claire, est-ce qu'il y a des écueils ou des erreurs fréquentes qui freinent la génération du cash? Il peut y en avoir, effectivement, notamment le fait de décliner tout ce qu'on se dit dans les objectifs donnés aux uns et aux autres. Quand je dis objectifs, c'est vraiment au sens RH du terme, hein. On s'assoit en début d'année. Quels sont tes objectifs pour la fin d'année? Si c'est dans la culture managériale, mais que comme par hasard, c'est dans aucune des fiches d'objectifs de personne, la vie ayant horreur du vide, il y aura toujours d'autres priorités qui seront Donc c'est mises. un manque de suivi opérationnel en fait. Et c'est vraiment, il faut le suivre comme le lait sur le feu, suivi opérationnel, mesure des choses,
Et puis après, il y a quand même de la gestion très pratico-pratique de tout ça. Mais encore une fois, une fois que les bonnes pratiques sont mises en place, normalement, c'est durable. Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de transformation réussie grâce à une démarche qui a été orientée, j'allais dire, génération de cash? Alors oui, je peux vous citer l'exemple d'un de nos clients très récents qui est dans le monde de la vente de logiciels et qui se trouvait avec des factures clients qui étaient payées en retard dans une proportion de 80%. Ah oui. 80% des clients payés en retard. On est loin des 10 à 20% acceptables. On est très 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 loin. On a mis en place, avec le soutien de la direction générale, on a mis en place un outil de relance automatisé. C'est tout bête, mais comme dans votre compta, vous avez toutes vos factures, vous vous doutez bien que vous avez pour chaque facture la date d'échéance. Donc il est très simple de mettre en place des systèmes de relance automatique qui, 10 jours avant l'échéance, puis 2 jours après, puis etc., envoient des relances de plus en plus musclées. Premièrement. Deuxièmement, on a mis en place dans les conditions générales de vente, on a fait changer les CGV, pour mettre dans les conditions générales de vente le droit à arrêter le service, donc à stopper le logiciel, c'était un logiciel en SaaS, donc ça se stoppe très facilement, à stopper le service si on dépassait X jours de retard. Ça a créé des psychodrames pendant 2 mois, parce que les clients se connectaient à leur service et il y avait une bannière où c'était écrit pour cause de défaut de paiement, le service est interrompu et vous pouvez régulariser votre facture et le service sera rétabli. Évidemment, on ne faisait pas ça sans prévenir. Il y avait eu une relance, deux relances, trois relances avant, hein, bien sûr. Mais le fait est que ça a éduqué l'ensemble de la clientèle qui avait très sincèrement juste pris l'habitude de profiter du flou, c'est tout. Mhm. Qui avait pris l'habitude de payer systématiquement entre 1 et 2 mois en retard. Avec un dirigeant qui avait peur de perdre ses clients s'il levait la voix Et ou... exactement, D'accord. exactement. Et tout le monde s'est rendu compte que c'était tout simplement market practice d'utiliser ce levier, encore une fois, dans le domaine de la vente de logiciels. Et peut-être pour terminer cet épisode, est-ce que vous vous souvenez d'un moment, j'allais dire d'un moment clé ou d'un déclic où le dirigeant a compris que le cash redevenait central? Alors oui, je me souviens en particulier d'un moment un peu, voilà, où le dirigeant, voyant ces fameux 80% qui étaient dans la nature, se dit mais c'est pas possible. Surtout que les actionnaires étaient devenus très très exigeants sur le sujet du cash, donc c'était devenu extrêmement central. Et donc ce dirigeant a subitement décidé d'impacter les ventes de chacun des services de l'entreprise, les impacter négativement de toutes les factures non payées depuis plus d'1 an. Donc ça venait en moins des ventes directement dès qu'une facture franchissait 1 an d'ancienneté, ça venait en moins des ventes. Waouh. Ce qui a tout de suite fait un électrochoc sur l'ensemble de Ah la oui, chaîne, du directeur commercial à tout le monde. Tout le monde s'est dit, ah non mais il faut à tout prix qu'on change la façon de voir les choses. et qu'on en refasse une priorité. D'ailleurs, ça Exactement. sera le thème de l'épisode 3, puisque nous reviendrons sur l'importance de faire de la génération de cash une priorité pour l'entreprise et comment y parvenir. Nathalie, merci pour ce deuxième épisode dédié au cash. On se retrouve pour notre dernier épisode très bientôt sur Temps d'avance. Merci beaucoup, Ilan. Temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement.